Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau numéro de séance vers le futur. On est au mois de décembre et qui dit mois de décembre dit forcément Noël évidemment. Et donc je propose qu'on fasse gentil, tranquille. Posez. Ouais, je te rappelle que je bosse dans une grande surface, donc je vais bosser tous les dimanches. Donc si tu pouvais faire un script qui fasse pas 30 pages, qu'on puisse tourner ça tranquille dans une après-midi, ce serait pas mal. Oui, bah c'est ce que j'allais dire, on n'abuse pas, on fait un truc soft. Voilà, on va pas abuser des fonds verts, on va pas faire 15 000 personnages avec des costumes ridicules, dans des histoires qui n'ont ni queue ni tête, soft, tranquille. Oh non, c'était mon tour. Mais du coup, je veux dire, est-ce qu'on pousse le délire jusqu'au bout en faisant vraiment un film de Noël, genre Maman j'ai raté l'avion, ce genre de truc? Pourquoi pas, mais on n'est pas obligé non plus. Ou alors un film qui nous fait penser à notre enfance, tu vois, pas forcément un film de Noël, mais un truc qu'on avait l'habitude de regarder à cette période-là. Oui, bah alors tant qu'à faire, autant prendre un film qui nous rappelle notre enfance, tu vois, et pas juste un film purement de Noël. Ah ouais, il y en a plein à ce moment-là. Il y a Jurassic Park, il y a Star Wars, mais bon ça on a déjà fait. Il y a Retour vers le futur. Mais il y a 3 films, donc ça va pas être évident. Et puis on a dit qu'on faisait un petit script. Ah, j'ai une idée. Last Action Hero est une comédie d'action sortie sur nos écrans le 18 juin 1993 avec dans le rôle titre Arnold Schwarzenegger et réalisée par John McTiernan. Alors j'espère que vous savez vaguement au moins qui est John McTiernan, mais comme je suis sympa, je vais quand même vous faire un petit récap pour les deux marmottes du fond. John McTiernan est donc un metteur en scène américain qui naît le 8 janvier 1951 à Albany dans l'état de New York. Son premier long métrage, Nomads, un film fantastique avec Pierce Brosnan sorti en 1986, n'aura que peu de succès. Il faudra attendre l'année suivante pour que le réalisateur se fasse un nom à Hollywood avec son deuxième long métrage, Predator. Puis en 88, il réalise ce que beaucoup considèrent comme un des plus grands films d'action jamais produits, Die Hard. Donc vous voyez déjà, Predator puis Die Hard l'année d'après, pas mal. Non seulement le mec est pas mal prolifique, mais en plus il arrive à pondre deux films qui sont devenus des monuments du cinéma d'action de ces 30 dernières années, coup sur coup. Et pendant ce temps-là, nous on tourne des vidéos dans un grenier. Par la suite, McTiernan enchaîne avec de nombreux films comme À la poursuite d'Octobre Rouge, adapté d'un roman de Tom Clancy, Medicine Man ou encore Une journée en enfer, troisième volet de la saga Die Hard dont il est l'instigateur. Alors après, il y a bien l'épisode Rollerball et tout le démêlé judiciaire qui va s'en suivre, mais si je voulais rentrer dans les détails, ça me prendrait du temps et c'est pas vraiment le but de l'émission là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos dessus et qui sont beaucoup plus exhaustifs dessus, donc je vous invite par exemple à aller voir ou revoir le chroma de Karim Debache sur Rollerball si vous voulez en savoir plus. Et donc, Last Action Hero, j'y viens mon ami, j'y viens. Le film commence direct dans le vif du sujet par une prise d'otage. Le commissaire de la ville a dépêché tous ses hommes pour l'occasion, mais visiblement ça ne suffit pas. Et en plus il a l'air d'être un peu sourd parce qu'il crie très fort alors que son subalterne est visiblement juste à côté de lui. Volcaï! Commissaire, bouclez le secteur, je veux personne sur les trottoirs! Bien, commissaire. Comment ça va? Pas la peine de crier, je suis à côté moi. Je sais, mais j'adore gueuler! Les flics sont dans la galère, ils se font tirer dessus par le forcené quand soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps, Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier, moitié! Alors oui, presque, puisque Jack Slater, incarné par notre bon vieux Charzy, débarque en roulant des mécaniques pour niquer quelques mères. En moins de 2 minutes, on empile donc tous les vieux poncifs des films d'action des années 80. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Slater se rend sur le toit afin de combattre le fou qui retient des enfants en otage quand tout à coup, on se rend compte que tout ceci n'était en réalité qu'un film. Le film dans le film. Filmception! On fait alors la connaissance de Danny Madigan, un jeune garçon fan de Slater et qui fait l'école buissonnière pour aller voir des films. Ben bravo, on le félicite, bravo. Encore un qui va finir youtubeur. Putain. Et on en a vu des branleurs dans cette émission. Mais alors lui, il est magnifique. Bref, Stan, le projectionniste, lui propose de venir voir le nouveau Jack Slater le soir même, en cachette, pendant qu'il vérifiera la bande. Parce que visiblement, dans les années 90, un vieux monsieur peut proposer à un jeune garçon de venir le voir tout seul le soir, sans que ça pose vraiment de problème, hein. Hashtag balance ton porc. Du coup, on avance un peu, on passera sur le fait qu'il se fait passer un demi-savon par sa mère, qui a d'ailleurs une diction beaucoup trop accentuée dans la version française. Une fois de plus, tu étais au cinéma, c'est ça?
Articulation. Articulation. Petit pot de beurre contre des petits pots de beurre au riz, seras-tu... Ensuite, sa mère part au travail, il se retrouve tout seul à la maison et un mec vient les cambrioler. Alors, cette scène n'est pas super importante sur le moment en vérité, mais elle contient un fusil de Tchekhov pour plus tard. Bref, il finit au commissariat et au lieu de rentrer chez lui, il fonce au cinéma, légèrement en retard du coup, pour voir les dernières aventures de son héros préféré. Et là, le vieux Stan lui file un billet magique que lui aurait filé Houdini il y a longtemps et qui permettrait soi-disant de voyager entre les mondes. Ok, le vieux se drogue, c'est pas un ticket magique, c'est un buvard d'acide. Alors, le film commence tranquillement, enfin pour Danny en tout cas, puisque dans le film, le cousin de Jack Slater s'est fait enlever par un chef de gang sicilien et son homme de main Benedict, interprété par Charles Dance alias Tywin Lannister dans Game of Thrones. Ensuite, Frank, le fameux cousin, est ramené chez lui pour que Slater le trouve. Jack, écoute-moi. Qui t'a fait ça? Écoute. Je pars. Alors pour le coup, ça reste une mort plus crédible que celle de Marion Cotillard dans Batman. Soudain, le ticket magique de Danny se met à briller et le propulse dans le film, en plein dans la scène d'action. Ah bah voilà, ça c'est de la 3D qui déchire. Du coup voilà notre Danny pris au piège au milieu de cette grande course-poursuite à la con, truffée d'explosions, de méchants qui savent pas viser évidemment, et de punchlines qui les coiffent. Pour qui sonne la glace? Celui-là, je l'ai refroidi. Freeze, t'es givré. Et ouais ma gueule, qu'est-ce que tu crois? Moi je suis un dingue, je mets les extraits de Batman et Robin dans mon émission, et ouais, je suis trop un ouf. Je sniffe du Dolirum ma gueule, Ah la vache! Eh, il a de la pêche le radio cassette là, c'est quoi un 300 watts ou... Ouais, enfin c'est une musique extra-diégétique, c'est pas dans le film, tu te rends compte que c'est pas le vrai volume du Walkman. Ah ouais! Et qu'est-ce que tu penses de ça alors mon bâtard? Non franchement aujourd'hui je le trouve marrant. Ah parce que c'est pas le cas les autres jours. Bon, après avoir échappé aux idiots du village, Slater retourne au commissariat avec Danny qui essaie de le convaincre de son côté qu'ils sont au milieu d'un film. Mais évidemment, aucun des personnages ne le croit. Ni le rond, ni le triangle d'ailleurs. Ah si. Non mais si. Si, c'est marrant. Non mais c'est juste vous qui avez pas d'humour, hein. Ensuite, le commissaire se rend compte que Danny est au courant de pas mal de trucs qui pourraient leur être utiles, forcément puisqu'il a déjà vu le début du film en tant que spectateur, alors il le colle comme équipier de Jack, qui n'est pas spécialement emballé. Avant que vous disiez quelque chose, dans l'univers de ce film, c'est pas plus d'un qu'autre chose. Je veux dire, il y a un chat de cartoon et des nanas en latex qui se baladent partout dans le commissariat et ça choque personne. Donc bon... Bah, ceci dit, nous c'est pareil, hein. Il y a 2 fois la même personne qui se parle à elle-même, ça gêne personne. Hein. Ah mais c'est pour ça! Ah putain, mais je me disais aussi que vous ressembliez vachement. Danny essaie désespérément de prouver à Slater qu'ils sont dans un film, mais rien n'y fait. Ils finissent par rentrer chez Jack et on y fait d'ailleurs la rencontre avec Whitney, sa fille. Rebondissement oblige, Benedict se pointe alors que Jack est parti faire un tour et se met à interroger Danny sur le pourquoi du comment qui sait tout ce qu'il sait. En même temps, là, y a que Deadpool qui croit, hein. On passera sur le fait que Benedict a les hommes de main les moins qualifiés du monde, et on avance au moment où Jack revient et leur pète tous la bouche dans la joie et l'allégresse. Malgré cela, Benedict parvient à s'enfuir en amenant avec lui le billet magique de Danny avant de faire exploser la villa de Slater. Ensuite, ils se rendent à la cérémonie funèbre d'un mafieux de la bande de Torelli, la bande rivale de Vivaldi, le vieux du début pour qui travaille Benedict. Alors, pour vous la faire simple, le plan de Vivaldi, il est fait croire à tout le monde qu'il veut s'allier à Torelli, un autre chef de gang de la ville, alors qu'en réalité il veut détruire l'autre gang pour être seul maître à bord. Pour faire ça, il compte faire sauter tout le gang en un coup, en piégeant le cadavre d'un des bras droits de Torelli, Léo the Prout. Donc mes jeux de mots à base de rond, croix, tout ça, ça c'est pas drôle. Par contre, Léo the Prout, ça passe, c'est ok. Après quelques rebondissements, Slater arrive au sommet du building où se passe la cérémonie funèbre pendant que Danny manœuvre une grue pour faire dégager le cadavre piégé. Danny, j'entends le tic-tac de la bombe. Fais quelque chose. Non mais il t'entend pas? Non mais... Le gosse est à l'autre bout du quartier en train de manœuvrer son truc là. Ça doit faire un potin d'enfer, ça sert à rien de gueuler, il t'entend pas. Bon, ils arrivent à faire capoter le plan évidemment, mais du coup, pendant ce temps, chez Vivaldi, Benedict décide qu'il n'a plus besoin de son patron débile et lui met une balle entre les 2 yeux. Slater arrive pour tenter de lui régler son compte une bonne fois pour toutes, mais à la surprise générale, il passe à travers le mur grâce au ticket magique de Danny et se retrouve dans le monde supposément réel. Pourquoi supposément? Alors, oui, ça c'est ma petite théorie à moi, c'est peut-être du bullshit mais je l'aime bien. Quand ils sont dans l'univers du film, en fait on voit beaucoup de références à Acme, cette espèce d'entreprise à tout faire qu'on voit notamment dans les cartoons de Bip Bip et Coyote, etc. Ce qui vient appuyer le côté fictif et irréel de l'univers dans lequel sont en train d'évoluer nos personnages. Mais, plus tard dans le film, alors que les personnages sont censés être retournés dans le monde réel,
on retrouve des références à cette entreprise, à Acme, ce qui renvoie au spectateur cette impression de fiction dans la fiction. Ah d'accord. Juste pour vérifier, parce que ça se trouve je suis débile, pour eux là à ce moment du film, eux, ils pensent être dans le monde réel, c'est ça? Ah oui, non, c'est juste que j'avais envie d'en parler, mais je l'ai casé maintenant, sinon je savais pas où la placer. D'accord. Autant pour moi. Du coup, Danny et Jack partent à la poursuite de Benedict dans le vrai monde, et subitement, les codes ont changé, les flingues ont besoin d'être rechargés, les voitures n'explosent plus, etc., etc. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, la priorité à droite, c'est pour les singes? Alors, je vais essayer de résumer assez vite ce dernier acte. Benedict part à la recherche d'autres méchants grâce à son billet magique et finit par recruter le méchant de Slater 3, le film que Danny regardait au début de l'histoire. Leur plan, essayer de tuer Schwarzenegger à la première de Slater 4, ce qui aurait pour impact de tuer Slater également, et de rendre Benedict tout puissant. Puisqu'après ça, il pourrait libérer tous les méchants des films sur le monde totalement sans défense. Ou pire, il libère les nouvelles aventures d'Aladin. Imagine, tout le monde deviendrait débile, beauf, raciste, homophobe... Ouais, ok, non, mauvais exemple. Slater finit par se débarrasser de l'éventreur puis de Benedict en enchaînant les punchlines, mais tout ça au prix d'une terrible blessure et de la perte du billet magique qui va tomber en contrebas dans la rue. Danny décide de retourner au cinéma pour retrouver l'autre bout du ticket afin de renvoyer Jack dans son monde là où toutes les blessures ne sont que de simples égratignures. Ils y vont, rencontrent la mort interprétée par Ian McKellen avec la VF de Morgan Freeman, et finalement tout rentre dans l'ordre, Jack est renvoyé dans son film Tout est bien qui finit bien. Ah, j'adore ce film. Mais c'est cool de faire un film sympa de notre enfance comme ça pour Noël, c'est... ça nous change de la dernière fois. Hein. Et t'as une thématique de Noël aussi pour la conclusion? Plus ou moins, oui. Si j'ai décidé de parler de Last Action Hero, outre le fait que c'est un de mes films préférés des années 90, c'est parce qu'il cristallise, à mes yeux, un concept dont j'avais très envie de vous parler depuis un moment sans savoir exactement comment. Je veux parler de la nostalgie. À la maison, il y a le printemps qui chante. Pastiche des films d'action des années 80, parodiant volontairement des codes outranciers et galvaudés, le long métrage de McTiernan n'en reste pas moins une immense déclaration d'amour au genre et au cinéma qu'il affectionne. Pensé comme une immense pantalonnade assumée fonctionnant à plein régime, le film va jusqu'à se payer le luxe de jouer avec l'image de son acteur principal et de l'iconisation presque religieuse qu'il suscite chez le spectateur. Oui, c'est notre Seigneur, cassé de nombreuses bouches et tué moult méchants, amen. Et puis alors, au détour d'un troisième acte qui fait la part belle au monde supposément réel, on comprend subitement l'éclair de génie du film. Car si le long métrage joue sur la fibre nostalgique du spectateur, c'est avant tout pour lui adresser une critique qui me semble fondamentale et très importante, que ce soit pour le seul domaine du cinéma ou appliqué à la vie de tous les jours. Car s'il est sain d'entretenir à l'égard de ceux et celles qui nous ont précédés un respect et une forme d'admiration, il l'est beaucoup moins de laisser cette nostalgie devenir le seul moteur de nos ressorts émotionnels. Et c'est à mon humble avis ce que le film essaie de véhiculer comme message en prenant comme support d'exemple le cinéma et certains de ses codes passés. Finalement, on en vient à comprendre que chaque création se fait grâce mais aussi au détriment du passé et qu'il n'est pas très utile de les regretter ou de les sacraliser outre mesure. On en voit aujourd'hui les effets pervers avec le succès de plus en plus de productions vendues uniquement sur leur esprit nostalgique artificiel, qui n'ont rien d'autre à raconter, et à l'inverse le rejet de certains films sur le seul argument que c'est plus comme avant. Et je sais que j'en reviens toujours à ça et que vous allez dire que j'insiste, mais pour moi c'est exactement ce qui se passe avec certains pour les derniers Aliens par exemple. Vous allez voir, ça marche aussi avec les Star Wars autres que la première trilogie. Et plein d'autres, c'est juste que j'ai pas forcément les exemples là comme ça, mais... Bref, tout ça pour dire que Last Action Hero c'était vachement bien et que grâce à la magie de Noël, on a subitement envie de ressortir les films de notre enfance, que ce soit pour voir Kevin McAllister rater son avion pour la 56e fois, ou pour entendre ce bon vieux doc s'écrier de nouveau 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Il y aura toujours une bonne raison de se replonger dans ces films qui nous ont tant apporté et qui nous ont construits. Mais si je pense qu'il est bon d'avoir sur le passé un regard tendre et bienveillant, il est malsain de le laisser définir notre présent, car comme disait le poète, le futur, c'est maintenant. Et voilà, ça y est, on a sauvé l'âme de Noël. Toutes ces conneries de d'habitude là, tout le monde est heureux, c'est bon? Bon écoute, oui, ça va plutôt bien, ça va peut-être pas durer, je suis d'accord, mais dans la vie, faut savoir prendre ce qui se présente. Ouais, au moins on finit l'année sur une note positive, on va pas se plaindre. Surtout que je vais avoir besoin de vous en forme pour la nouvelle année, hein. Oui, parce que j'imagine qu'on n'en a pas fini spécialement avec les films de merde. Ah ouais, j'en ai encore plein dans mon disque dur. Si tu savais, on a encore de quoi faire. Sur ce les amis, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes, même si l'épisode va sûrement sortir après Noël, mais c'est pas grave, hein. On se dit à bientôt, portez-vous bien, allez, bonne fête. Bonne fête. Oui, bonne fête. Bonne fête.
Bonne fête à tous. C'est à moi là? Alors, Bonne fête. Bonne fête. Allez, tout le monde à la douche. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps. bonne fête! C'est bon? Ah, c'est cool! C'est cool! Et je passe à la télé! Je passe à la télé! C'est trop cool! Coucou!